À tous. Très rapidement, je remercie toute l'équipe, je remercie particulièrement Delphine, Patrick, Christine, pardon, non, je n'en ai pas, et Margot pour la réussite, parce que j'estime à ce stade que c'est déjà une réussite. Et je suis là donc pour parler des enjeux de santé sexuelle avec l'expérience du Maroc. Je commencerai par dire que les enjeux de santé sexuelle au Maroc, comme dans pas mal de pays arabes, musulmans, maghrébins, peut-être pas africains, je ne sais pas si tout le monde saisit ces différences, je ne pense pas, mais disons que le Maroc, comme pas mal de pays arabes, on va dire, et musulmans, la santé sexuelle est marquée par des facteurs socioculturels, religieux et économiques qui freinent l'accès à l'éducation sexuelle et parfois également aux soins de santé. Le Maroc a réalisé énormément de progrès dans tous les domaines, y compris la relation homme-femme et l'émancipation des femmes. Mais il reste quand même des tabous et des normes conservatrices qui entourent et qui bloquent l'épanouissement sexuel des femmes. Et je vous expliquerai pourquoi j'ai dit surtout des femmes. Notre population est très jeune, 75% des Marocains ont moins de 40 ans. Et dans la tranche de 15 à 34 ans, on estime, ou moi j'estime en tout cas, que c'est là où il y a cette puissance sexuelle. Entre 15 et 34 ans, c'est le tiers de la population marocaine. C'est énorme. Ça fait 12 millions de jeunes en pleine puissance sexuelle, mais qui ne sont pas encadrés dans leur sexualité, surtout à l'ère d'Internet, de la pornographie et tout le reste. Et à ce sujet-là, je ne vous apprends rien. Il faut savoir également que l'islam, comme toutes les trois religions, les deux autres religions monothéistes, interdit les relations sexuelles en dehors du mariage. Ça, je pense que tout le monde le sait. Mais dans nos sociétés, l'interdit s'applique aux filles et non pas aux garçons. Dans nos sociétés, on a décidé que la tradition, la culture était plus importante que le côté sacré donc de la religion. Et donc, la valeur d'un célibataire, c'est sa virilité. Excusez-moi, je suis gênée par l'écran, je m'en débarrasse. Donc, la valeur d'un célibataire, c'est d'abord sa virilité. Mais la valeur d'une jeune fille célibataire, c'est d'abord sa virginité. Si vous êtes intelligent, vous allez me poser une question. On n'a pas besoin d'être une lumière pour se la poser. Comment ils font, Comment ils font? Comment on fait? Vous demandez, vous parlez d'enquête. Ça fait des années qu'on essaye de mener une enquête de grande envergure sur la sexualité au Maroc. On a essayé à titre personnel, avec la faculté de médecine, où nous avons créé un diplôme de sexologie. Et ça fait un bon moment qu'on essaye justement de faire une étude de grande envergure sur la sexualité. Mais c'est impossible de la faire en ne risquant pas de faire une étude, de rendre un résultat qui ne soit pas fiable. Il y a une certaine rigueur scientifique que l'on doit respecter. Et dans un pays qui interdit les relations sexuelles pour les filles, vous allez voir une fille n'importe quelle, allez voir au souk, au hammam, à l'université, etc., par téléphone, elle ne vous dira pas « oui, j'ai une relation sexuelle ». Donc, il y a vraiment un problème de fiabilité au niveau des réponses, ce qui ne veut pas dire qu'on peut essayer, qu'on peut toujours essayer. Et quand vous vivez dans une société, dans des sociétés, ça c'est les sociétés arabes, mais également musulmanes, il faut savoir juste pour votre information que seuls 20% des musulmans sont arabes. 20% seulement des musulmans sont arabes. Le reste, c'est surtout l'Asie, un petit peu l'Afrique subsaharienne, la Turquie, mais la grande majorité des musulmans, c'est l'Asie. Sauf que même s'il y a cette diversité au niveau géographique, etc., la virginité pour la fille reste toujours indispensable au mariage. Et vous le savez, il y a même des crimes d'honneur. Quand la jeune fille n'est pas enceinte, quand elle n'est pas vierge, la mariée, il y a encore des pays, notamment la Jordanie, où le crime d'honneur
Le mari qui ne trouve pas sa femme vierge, il peut la tuer et on considère que c'est un crime d'honneur. Donc, aujourd'hui, tout à l'heure, quelqu'un a parlé, je ne sais plus qui a parlé de la jouissance. Positif, oui, c'est ça, je vous vois. Donc, dans nos sociétés, jouissance zéro, négatif pour les filles, pour les hommes, très positif, très positif. Et la valeur de l'homme, avant d'aller au mariage, c'est qu'il ait une expérience sexuelle assez satisfaisante, dense et satisfaisante. Ce qui envoie parfois, non pas à des relations basées sur la qualité et l'amour, mais la fréquence, et ce qui compte, c'est vraiment le nombre. Parfois, je le dis, les hommes ne sont pas d'accord quand je dis ça, parfois on est face à un type de sexualité bestiale pour pouvoir prouver véritablement la virilité. Et c'est des contrastes, c'est des paradoxes extraordinaires qu'on rencontre dans ces sociétés, notamment la mienne. Quand vous demandez, par exemple, à un jeune homme, vous lui dites « Est-ce que tu es vierge ?» Alors, ça peut être un jeune homme très islamisé, hein, vraiment, qui donne des signes extérieurs d'attachement à la religion. C'est-à-dire le tampon, la barbe et tout ça. C'est mes étudiants, par exemple, parfois. Quand vous demandez à l'étudiant, je donne un exemple concret. L'étudiant qui me dit « Ouais, madame, les filles sont devenues dévergondées. Vous vous rendez compte, elles font l'amour avant le mariage ?» etc. Mais le gars scandalisé. Je dis « Oui, peut-être. Elles sont dévergondées, etc. Oui, peut-être. Elles ne respectent plus la religion, les valeurs. Et vous, monsieur, est-ce que vous êtes vierge ?»« Oh, madame, moi, je suis un homme. » Attends, tu es peut-être un homme, tu es musulman, tu es célibataire et l'interdit s'applique également sur toi. Et donc, on va assister à une sorte de, au niveau des relations hommes-femmes, une sorte de confrontation, de manque de confiance, de méfiance, parce que les hommes tiennent à avoir des femmes vierges au mariage. Et je peux dire sans me tromper, même si je n'ai pas fait d'enquête généralisée sur ces populations, je peux dire qu'aujourd'hui, plus de 95% des hommes arabes et musulmans veulent des filles vierges au mariage. Alors ne me demandez pas pourquoi, parce que la réponse, elle est tellement bête. Quand vous demandez à un jeune homme, mais pourquoi tu passes ton temps à... Tu as des partenaires, et pourquoi tu veux une fille vierge? C'est pour ma mère. Attends, mais à ta mère quoi? Eh bien, c'est pour ma mère. Parce que c'est la mère qui va utiliser ces outils du patriarcat. Ce sont les mères qui éduquent dans nos sociétés. Elles vont utiliser ces armes de patriarcat. Elles vont dire à leurs fils, elles vont les conditionner en leur disant « Écoute, quand tu sors avec une fille, ne l'épouse pas. Qu'une fille qui n'est pas vierge, c'est une prostituée. Hein ?» Et ce sont les cérémonies que l'on fait autour du drap taché de sang, etc., qui ont existé dans plusieurs pays, même au niveau de la Méditerranée, en Grèce, en Italie, en Espagne, mais bon, qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui existent encore dans les sociétés arabes et un peu musulmanes, peut-être africaines. Tout à l'heure, peut-être, vous pouvez m'informer sur la question. Donc, au Maroc, par exemple, avant, on exposait le drap parce que la virginité était une affaire communautaire. Donc, toute la communauté, tout le quartier devait être informé. Donc, on sortait le drap en chantant, blabla. Après, on a considéré que c'était chouma, que ça devient honteux. Donc, on l'a ramené seulement au salon. Quand les invités viennent, ils le voient. Aujourd'hui, on le met seulement dans la chambre nuptiale, ou alors on ne le met plus du tout, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes et de filles qui refusent de marier, femmes, qui refusent cette exposition. Donc on est en train d'évoluer, mais l'attachement est encore là. Et tous ces rituels et toute cette cérémonie autour de la valeur de la mariée à travers une goutte de sang et à travers son hymen, c'est une affaire de femmes. Tous ces rituels sont conservés, organisés par les femmes, et les hommes, ils sont très très loin de tout ça. C'est dire quand même le poids des femmes dans nos sociétés et l'importance qu'elles peuvent avoir pour faire évoluer les choses quand elles prennent conscience des bêtises que... Enfin, je n'ai pas le droit de dire bêtises là, en tant que sociologue, c'est pas bien. Tout ce qu'elles véhiculent comme idée rétrograde. Je me suis bien exprimée, je crois. Bien, donc, alors je dirais également que par rapport à la santé sexuelle, avant, les filles étaient mariées à l'adolescence. Elles étaient mariées à partir de 8, 9, 10 ans
pour canaliser le réveil sexuel dans le cadre légitime du mariage. Aujourd'hui, il se pose un problème, c'est que l'âge moyen au Maroc du mariage des filles est de 27 ans et celui des hommes est de 31 ans. Donc demander l'abstinence jusqu'à cet âge-là, tout en sachant qu'il y a beaucoup de célibats prolongés dans nos sociétés, parce que les hommes se marient tardivement ou ne veulent plus se marier parfois. Donc c'est assez compliqué, ça met les jeunes filles dans une situation de frustration intense. Alors que font les filles dans ce système-là? Elles ont des corps qui sont là, qui revendiquent. On leur interdit d'aller vers les hommes, de vivre leur sexualité, mais en même temps elles vivent dans une ambiance où l'homme demande la sexualité. Et à cause des chaînes satellitaires, à cause ou grâce à Internet également, les réseaux sociaux, tout ça est sublimé. L'amour, la sexualité est sublimée, ça encourage. Alors comment font les jeunes filles? Eh bien, comment elles font? Elles font ce qu'elles nous diront jamais dans des enquêtes, face à face, ni par téléphone. Soit elles se donnent, elles ne sont pas en nombreuses. Ce qui est important, c'est que celles qui se donnent totalement sont de plus en plus nombreuses. Totalement veut dire quoi? Par intromission, c'est-à-dire qu'elles vont perdre leur virginité. Mais beaucoup, une fois que la virginité est perdue, et vous le savez, vont être très embêtées quand elles vont vouloir se marier. Donc, qu'est-ce qu'elles ont comme choix? Soit elles vont aller se faire recoudre, et la recouture ne coûte plus très cher au Maroc, il faut compter entre 100 et 150 €. Hein? L'histoire, l'offre et la demande, ok? Soit elles vont aller chez des herboristes qui vont donner des plantes, qui vont tuméfier, c'est ça, les parois, une paroi vaginale, c'est ça, et donc le vagin va se contracter et le bonhomme, le mari, il va penser que sa belle est étroite, par conséquent elle est vierge. Soit elles vont ruser, hein, en serrant, etc. Voilà, vous faites oui, monsieur. Vous avez eu déjà l'expérience, hein? Ça a été. Voilà. Soit elles vont aller acheter des produits que les Chinois ont ramenés dans nos pays. Donc il y a un produit à 100 dirhams, c'est comme une poche de sang qu'elle a introduit dans son vagin avant l'intromission. Soit il y a une autre poche de 400 dirhams qui est plus fiable. Mais les 100 dirhams, elle peut exploser quand elle marche lors de la cérémonie. 400 dirhams, elle est fiable. Soit elles vont se donner avec des relations, des rapports superficiels, parfois par sodomie, etc. Mais il y a de plus en plus d'hommes qui acceptent d'épouser des femmes non vierges, ou alors s'il trouve que sa femme n'est pas vierge, il va accepter. Et alors qu'est-ce qu'il va dire? Stirta. Et le mot stra, j'ai du mal à le traduire. Je l'ai protégé du scandale. Mais très souvent, à la première dispute, il va lui dire « t'es pas une femme. Si t'étais une femme, je t'aurais connue vierge ». Il n'y a pas longtemps, je voyais circuler sur Internet une vidéo d'un Marocain qui travaille à l'étranger, en Italie, et qui a dit « ma femme a demandé le divorce, elle l'a obtenu, etc., pension alimentaire en Italie, etc., je vais lui faire savoir, voir ce que je vaux, et bien je le dis tout de suite, quand je l'ai épousée, elle n'était pas vierge ». Et ça fait un scandale au niveau de la famille. Pour nous, bon, c'est rien du tout. Mais au niveau de la famille, mais c'est vraiment le scandale. C'est une atteinte portée très très fort à la femme. Maintenant, dans l'acte sexuel, les hommes ne se sentent pas responsables de la contraception. Là aussi, ce sont les mères. Pourquoi j'incrimine les mères? Il y a une réalité. Les pères n'éduquent pas les enfants, ne sont pas proches. Ça commence à se faire aujourd'hui avec les jeunes pères. Et ça va changer très rapidement. Mais les femmes dont on parle aujourd'hui, ce sont elles qui éduquent sexuellement leurs enfants, leurs fils, mais pas directement et pas de façon positive. C'est-à-dire, la mère, quand son fils commence à sortir avec des nanas, elle est toute fière. Si elle voit sa fille avec un mec, là, c'est pas du tout la même chose. Mais quel est le langage qu'elle tient? Elle va lui tenir un langage négatif du style « fais attention, attention à ce qu'on ne te colle pas une grossesse, fais gaffe aux femmes, elles peuvent être dangereuses. » Ne tombe pas dans un piège. Et c'est très 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 rare quand une femme va lui dire « si tu as une relation sexuelle, protège ta partenaire et protège-toi ». C'est quelque chose qu'on voit très 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 rarement. Les pères ne le font pas parce qu'ils considèrent que ce n'est pas leur job,
Et il dit souvent, parle avec ton fils. Mais il y a quand même cette barrière de la choma, de la honte, qui fait que le père n'arrive pas à parler avec son fils. Alors parfois, il y a des mères qui vont offrir, il faut qu'elles soient éduquées. Par exemple, des mères qui me disent, quand mon fils a eu 13 ans, je lui ai offert discrètement une boîte de préservatifs à son anniversaire. Ou alors, quand je lui ai préparé sa valise, j'ai glissé une boîte de préservatifs. Mais c'est jamais fait de façon vraiment franche, totale et ouverte. Et les jeunes filles elles-mêmes ne sont pas informées. C'est quand même étonnant. Les jeunes filles sont scolarisées, elles peuvent être diplômées et elles ne sont pas informées, même pas de leur cycle menstruel. J'avais fait un livre sur les mères célibataires au Maroc avec Dr Souch Chakib, qui est mon mari. Il est radiologue, mais il est également socio-anthropologue. Donc il y avait les deux facettes, si vous voulez, pour parler des grossesses naturelles, des mères célibataires. Et dans son cabinet, il recevait des filles qui avaient des bacs +2, +3, qui étaient enceintes de 3, 4, 5 mois et qui l'ignoraient. Pourtant, elles n'avaient plus leurs règles depuis un moment. Et nous avons calculé que les filles, c'est en moyenne vers 4 mois et demi de grossesse qu'elles se rendent compte qu'elles sont enceintes. Parfois, c'est à 6 mois. Ce qui veut dire qu'il y a une très grande défaillance au niveau de l'éducation, du système éducatif. L'éducation sexuelle est très mal comprise. Quand moi je dis éducation sexuelle, on comprend liberté sexuelle. Et liberté sexuelle dans un pays musulman, ça veut dire anarchie sexuelle. Ça veut être les partous dans la rue, partout. Et c'est comme ça qu'on se représente cette éducation sexuelle. Je passe mon temps à dire éducation ne veut pas dire anarchie ni liberté. C'est deux choses différentes. Alors, depuis quelques années, bon, il y a les cours de sciences, mais dans les lycées, mais c'est surtout sur la reproduction. Et depuis quelques années, on a introduit timidement l'éducation sexuelle, qu'on n'appelle pas éducation parce que le mot sexe est banni dans le cadre du célibat. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend un petit peu, bon, il y a des photos, on voit même pas les organes génitaux, parce que c'est un chômage, c'est la honte. Et quand c'est une femme prof qui est avec des garçons, elle a honte d'en parler. Quand c'est mixte, alors c'est la catastrophe. Et donc, c'est pas des professionnels, on a juste demandé à des profs, tout simplement, on leur a dit, allez, tiens, prends le programme, fais-leur l'éducation sexuelle. Mais c'est quand même, moi je pense que c'est un métier. Apprendre aux jeunes ce que c'est que l'éducation sexuelle, et ces profs doivent être formés à cette approche. Donc, oui. Ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, il y a Internet. Aujourd'hui, il y a Internet. Vous savez, vous parliez tout à l'heure de la téléphonie. Au Maroc, la téléphonie ne coûte pas cher. 95% des Marocains âgés de plus de 5 ans ont au moins un smartphone. C'est 95% des Marocains de plus de 5 ans ont au moins un smartphone et sont connectés. Donc, on peut se poser la question, ils sont connectés, pourquoi ils ne vont pas chercher des informations relatives à leur corps, au corps du partenaire, de l'autre sexe, etc. Alors qu'on sait que c'est la recherche du mot sexe sur Google, les pays arabes sont les deuxièmes. Oui. Donc, il y a cette recherche sur la sexualité, mais il n'y a pas cette volonté de s'éduquer au niveau de son corps, etc. Donc, aujourd'hui, il y a un grand problème par rapport à la contraception en dehors du mariage. On n'en parle pas au Maroc et dans tous les pays musulmans, enfin, musulmans peut-être, mais en tout cas, les pays arabes. On ne parle pas de contraception. S'il y a un tabou, c'est celui de la contraception hors mariage. Au Maroc, on a tout essayé. On ne va pas en parler parce qu'on vous dit en parler, c'est encourager. Donc on ne va pas parler de cette contraception. Pourtant, la pilule du lendemain existe, elle est vendue discrètement, mais elle est vendue en pharmacie. Et ça reste le grand tabou. Elle coûte, bon, la pilule du lendemain coûte à peu près 10 €. Viagra coûte 7 € et c'est le 3e produit vendu au Maroc. C'est pour vous dire un petit peu. Donc, l'accès à la contraception est libre,
Les femmes peuvent avoir leur pilule, hein, mais il faut qu'elles prouvent qu'elles sont mariées. Mais la pilule est vendue en pharmacie, il n'y a aucun problème. Elle est vendue à 6-7 € en pharmacie. Le problème, c'est que quand les jeunes filles ont une relation sexuelle, et ça c'est étonnant, elles ne font pas de lien entre l'acte et la grossesse. Quoi de plus simple, moi dans ma tête, et dans nos têtes, on se le dit, mais on n'a jamais fait le lien. On ne leur a pas fait cette connexion, ni la mère n'en parle pas, parce que la mère va dire à sa fille, si tu vas avec quelqu'un, tu vas voir ton père, il va te tabasser, tes frères, etc., tu vas être maudite. Oui, il y a cette éducation négative, mais on ne va pas lui apprendre l'éventualité de la possibilité, parce que c'est un déni, il y a un déni total. On sait que la sexualité s'exerce, elle s'exerce à un âge de plus en plus jeune, mais il y a vraiment un déni, ça relève de l'impensé. Une famille ne va pas se dire, ma fille sort avec un mec. Et même si elle sort avec un mec, je lui dis, fais gaffe, ne te donne pas. Je sais pas, il y a une sorte les psychologues doivent travailler sur ça. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce système. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de viols conjugaux, le viol conjugal. Dans nos sociétés, il n'y a pas quelque chose qu'on appelle le viol conjugal. Là aussi, ça relève de l'impensé. Justement, avec mon mari, on a fait une étude sur tout un travail sur le viol conjugal. Et quand on allait questionner les hommes, c'était des juristes, c'était des médecins, c'était des gens hautement diplômés. Quand on disait viol conjugal, le bonhomme, il te regarde comme ça, viol conjugal? Non, ça n'existe pas. Est-ce qu'un homme peut violer sa femme? Et donc, le viol conjugal n'est pas pénalisé. Vous avez même des pays arabes où la législation dit que le viol, c'est de commettre un acte blablabla sur une femme autre que l'épouse. Vous voyez? Au Maroc, bon, on ne dit pas autre que l'épouse, mais on est en train véritablement de batailler pour que le viol conjugal soit réellement pénalisé. Il y a viol conjugal parce que la batterie, il est où, monsieur Batterie? Elle est faible chez les femmes marocaines, chez certaines femmes, très faible. Elle est faible quand la femme n'éprouve aucun plaisir, aucun désir. Quand on considère que c'est le devoir conjugal, et c'est considéré comme un devoir conjugal. L'acte sexuel, la copulation, se donner au mari, c'est un devoir conjugal. Ce n'est pas dans le Coran, mais c'est ce que les ulama, les pseudo-religieux, ont inventé. Et il y a énormément d'écrits sur la question, il y a énormément de vidéos, je ne vous dis pas le nombre de réseaux sociaux, de vidéos qui disent aux femmes, attention, si tu ne te donnes pas à ton mari, toute la nuit, le jour où tu te reposes, toute la nuit, les anges vont cracher sur toi. Mais ils ne disent pas combien d'anges. S'il y en a 10, le matin, on est trempé. Et les femmes ont peur. Et c'est pour ça qu'elles s'obligent à se donner, sauf lorsque la femme touche de l'argent. Quand la femme travaille, elle va être moins dans l'obligation de se donner quand elle ne le désire pas. Parce que quand elle ne travaille pas, enfin quand elle ne touche pas de salaire, toutes les femmes travaillent, elle considère inconsciemment que, voilà, exactement, elle est nourrie, logée, etc. Donc elle est obligée. Et puis de toute manière, le lendemain, le mari n'est pas toujours content. Il peut parfois sortir sans lui donner de l'argent pour faire ses courses, et ça arrive. Donc ça, c'est en ce qui concerne le viol conjugal et cette obligation de se donner au mari contre son gré. Et comme elle n'a pas de plaisir, donc elle n'a pas envie de se donner, elle n'a plus de plaisir, donc elle se refuse et elle peut en subir les conséquences. Maintenant, les sextoys, on n'en parle pas. Les sextoys, c'est quelque chose de chouba. Ça existe. Il y a même des femmes qui achètent ça à l'étranger, qui les vendent, etc. Mais on les vend en cachette. Mais vous pouvez aux Émirats, mesdames, s'il y a des musulmanes, acheter des sextoys halal aux Émirats. Eh oui, qu'est-ce qu'un sextoy halal? C'est rien du tout, c'est seulement un sextoy qu'on ne vend qu'à une femme mariée ou compagnie de son mari. Ce qui est, oui, moi je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Vous voyez, c'est des compromis où on s'adapte.
souvent, on dit oui, mais c'est de l'hypocrisie. Moi, je dis non, ça permet, c'est pas grave. Allez, ça permet d'avancer malgré ces paradoxes. C'est de l'hypocrisie, oui, c'est de la ruse. C'est des accommodements, comme disent les Québécois. On s'accommode, mais ça permet quand même de briser des tabous et d'avancer. Maintenant, l'avortement est pénalisé et sévèrement interdit dans nos pays. Au Maroc, on est en train de batailler, on attend une législation pour que l'on puisse faire avorter les victimes de viol. Parce que dans ces pays-là, dans certains pays, c'est interdit. Au Maroc, l'avortement n'est permis que lorsque la santé de la mère, et pas du fœtus, lorsque la santé de la mère est en danger. Donc il y a toute une mobilisation à travers le docteur Shraibi. Si vous mettez Maroc, avortement, il va sortir, il va vous donner à Google Dr Shraibi, qui milite avec les féministes, les progressistes, pour pouvoir libérer, au moins en partie, lorsque le fœtus est en danger, en cas de... Bon, enfin, qu'on puisse avoir au moins la possibilité de choisir. Ça, c'est... Alors, quand une femme est enceinte et qu'elle a envie de se faire avorter, ça se fait un peu dans les cliniques, en cachette. Ou alors elle va aller chez l'herboriste qui va donner des breuvages. Et quel que soit le cas, en tout cas, ça va être clandestin et ça va mettre sa santé en danger. Maintenant, j'ai parlé tout à l'heure de la contraception. Il faut savoir que les grossesses naturelles, les mères célibataires représentent, au Maroc en tout cas, un fléau et représentent un phénomène qui peut être très inquiétant. Parce que les filles subissent de moins en moins la pression de la famille, les foyers se sont ouverts, les filles, on leur accorde plus de liberté, plus de mobilité, elles peuvent étudier, elles travaillent parfois dans des villes autres que celles où habite la famille, les rurales aussi, on est un tiers de ruraux au Maroc, les rurales se déplacent beaucoup, donc elles échappent à la surveillance et bon, elles tombent sous le charme de l'amour, elles écoutent leur corps et malheureusement, quand elles sont enceintes, il n'y a pas cette possibilité de se faire avorter. Et être enceinte, c'est être en dehors du mariage. C'est la pire situation qui peut arriver à une fille. On ne va pas la tuer, on ne tue pas chez nous, mais on a peur des frères, pas toujours du père. Et les frères sont les défenseurs de l'honneur. Parce qu'on leur apprend, les mères leur disent, c'est toi le responsable de l'honneur, même s'il a 10 ans et sa sœur a 40 ans. Et donc, les filles vont se sauver, elles vont avoir peur. Alors, quand elles se sauvent, elles ont deux possibilités. Soit elles sont prises en charge par des associations. Nous avons beaucoup d'associations qui prennent en charge les mères célibataires et leurs enfants, mais leur nombre n'est pas assez pour couvrir tout le territoire. Soit elles sont prises en charge par les travailleuses du sexe. Voilà, les prostituées, entre guillemets. C'est elles qui vont les prendre en charge parce qu'elles se retrouvent dans la rue, ou alors les bébés, on les retrouve, malheureusement c'est ça, on peut les retrouver dans des poubelles, dans des coins de rue, et ça c'est quand même un phénomène inquiétant. Un autre problème qui peut affecter cette santé sexuelle, c'est les grossesses précoces. Au Maroc, le mariage légal, hommes et femmes, est de 18 ans. Dans d'autres pays arabes, on se marie à 14, 16, 18 ans, peut-être même à 12 ans. Et ça, c'est quand il y a une grossesse, je ne vous apprends rien, c'est un danger. Bon, et la fille peut subir toutes les mauvaises conséquences d'un mariage précoce, d'abord sur sa santé physique, mentale, le fait de ne pas être scolarisée, etc. Le poids, le fait qu'on lui vole son enfance, le poids de la grossesse sur un corps qui n'est pas encore complètement développé, etc. Alors au Maroc, c'est 18 ans, mais on a donné à la latitude au juge de donner une dérogation. Et de cette dérogation, il y a eu beaucoup d'abus. Ça va être le rural, surtout les ruraux, avec la sécheresse. Il y a toujours, moi je dis toujours, enfin mes étudiants, cherchez les raisons. Avant de juger et avant de condamner, cherchez les raisons. Ce qui s'est passé au Maroc, c'est que nous avons une sécheresse qui dure depuis des années et des années. Et les ruraux se sont véritablement affaiblis financièrement. Beaucoup de précarité au niveau du monde rural. Et une fille au rural qui n'est pas scolarisée, le père, qu'est-ce qu'il dit? Elle est là, elle ne fait rien. Elle ne fait que manger, que consommer le pain.
Elle consomme le pain. Et donc, on va chercher à la marier jeune, tout en sachant que, dans l'esprit des musulmans, le mariage est une bénédiction. Donc, on va la donner à un homme. D'abord, ça va faire une bouche en moins à nourrir, et puis on va lui donner sa chance de promotion sociale, etc. Donc là, au Maroc, nous avons un quotidien, et il manque la sensibilisation sur l'importance de l'adhésion au traitement. Et officiellement, il y a des paradoxes. Officiellement, on lutte contre cette propagation. On lutte. Il y a des programmes, on ratifie des conventions internationales, etc., etc. Nous avons des associations, dont la LC par exemple, que vous devez connaître, des associations qui font un travail fabuleux. Mais en même temps, c'est le secret de Polichinelle, c'est le tabou, on n'en parle pas. Si bien qu'on entend parler du sida et de la protection que à peu près 3 jours qui entourent la journée internationale du sida. Le reste du temps, les autres jours, on n'en parle jamais. Toujours parce qu'on n'a pas envie de reconnaître le fait qu'on peut avoir des relations sexuelles hors mariage. Et quand on va en parler, même à l'occasion de la journée du sida, on doit mettre ça dans le cadre du couple et de la famille. On ne va pas dire toi jeune homme et toi jeune fille, si jamais blabla, faites attention. Mais on va dire pour la protection des familles, il est conseillé d'eux. Donc voilà, ça c'est que ça reste quand même assez paradoxal. J'ai dit qu'il y avait un très faible taux de dépistage parce que ça c'est pas dans la mentalité. Et ça a été dit, je vais me faire dépister, ça veut dire qu'on va savoir que j'ai le sida. Et parfois il y a des personnes qui font don du sang, ils donnent leur numéro de téléphone, la carte nationale, on les rappelle parce qu'on sait qu'ils sont porteurs et tous ne se présentent pas. Tous ne se présentent pas. S'ils sont à Casablanca, peut-être qu'ils vont aller voir un médecin à Marrakech ou à Agadir, et donc ils ne vont pas bénéficier de ces soins. Donc le rôle des médias et des nouvelles technologies serait justement d'éduquer cette population. Et là aussi, on se pose la question, avec tous les outils de communication qu'on a, pourquoi on rate cet objectif de former les jeunes et pourquoi les jeunes eux-mêmes ne vont pas s'informer. Donc, il y a un manque de sensibilisation. Le rôle des mères aussi est très, très important. Moi, le rôle des mères est très important. Si vous travaillez avec cette population, vous pouvez passer par le biais des mères parce que le père ne fera rien. Et les mères sont très, très influentes et elles peuvent vraiment, vraiment faire la différence auprès de leurs enfants. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Voilà, je vous remercie.